Nous sommes le pays où le ciel est toujours bleu, un collectif d'artistes basé à Orléans. Donc, le collectif est composé de Laurent Mazui, Olivier Soulrin et moi-même Sébastien Ponce. Nous sommes les 3 directeurs artistiques et artistes du collectif. On existe depuis une vingtaine d'années. On s'occupe d'un lieu d'exposition à Orléans qui est situé aux 5 rue des Grands Champs. Et on s'occupe aussi d'une structure mobile itinérante qui s'appelle La Borne et qui circule de ville en ville dans la région Centre-Val-de-Loire depuis 13 ans maintenant. Et donc on est ici à l'exposition Collection de bidules tome 3 au Frac Centre-Val-de-Loire. Cette exposition est une carte blanche laissée à notre collectif. Et cette exposition Collection de bidules fait partie d'un cycle que nous avons organisé pour fêter les 20 ans du collectif. Donc c'est le 3e volet de ce cycle. Le premier comportait les pièces des 3 directeurs artistiques ici présents à l'époque du début du collectif et même avant le collectif parce qu'il s'agissait de montrer nos œuvres de jeunesse. Le 2e volet, Collection de bidules 3, présentait des œuvres d'artistes responsables d'Artist Run Space avec qui nous avons collaboré tout au long de ces 20 ans d'activité. Et ici on est dans le Collection de bidules, le volet 3, et je vais laisser Laurent le présenter. Oui, alors le Collection de bidules tome 3, donc carte blanche donc, qui a été donnée au Frac Centre, au pays où le ciel est toujours bleu, entend jouer, comme on est dans une spécialité, dans un frac qui a comme spécialité l'architecture, le laboratoire de forme dans l'architecture, c'était en effet de présenter une mise en espace des œuvres à partir de l'architecture intérieure, de la décoration, voilà, et qui permettait d'une part de mélanger les œuvres entre elles, d'en répandre partout, comme vous allez voir dans la salle, et aussi de s'intégrer aux principes décoratifs qui forment les grandes salles d'apparat au 19e ou au 18e ou que sais-je encore, c'est-à-dire la mise en boiserie au travers d'un tracé régulateur de compartiments et registres structurant les parois et les trumeaux entre les ordonnancements des fenêtres. Les fenêtres, on en a 2 encore en ouverture qui nous permet de voir la magnifique architecture de McFarlane dans la cour. Et donc à ces 2 ouvertures encore en fonction, d'autres naturellement sont bouchées de l'autre côté et tout au long du développement de la salle, et elles ont été mimées en quelque sorte par des ruptures syntaxiques quant à la distribution des œuvres. On voit ici par exemple qu'on a 2 photos et 2 petits dessins qui viennent en centre se loger entre 2 grands principes grammaticaux et esthétiques différents. Donc là on avait une fenêtre. Donc en quelque sorte les fenêtres se répercutent comme des fantômes à l'intérieur de la salle, libérant des trumeaux qui eux-mêmes vont jouer une disposition, une question plastique, entremêlant les pièces, soit de 2 artistes, soit des 3 artistes. Les éléments de panotage, en fait, prennent appui sur les dessins de votre serviteur. Dessins donc en 50-70 qui sont donc cadencés en panotage, sur 2 registres et formant en quelque sorte cette trame. Et c'est cette trame de dessin qui, par sa présence ou son absence, va rythmer et séquencer l'ensemble du récit et de la narration que nous proposons là. Alors, pour commencer à rentrer après dans le cadre des travaux, autant commencer par le vrai peintre, l'autant-peintre, mon ami et néanmoins confrère Olivier Soulrin, ici présent. Oui, alors pour repartir sur cette question de la trame, des différents registres et de l'organisation comme ça de la répartition des œuvres, on peut peut-être regarder cette pièce-là qui rejoue aussi un assemblage, une association des travaux de Laurent, des dessins, et puis de petites pièces qui viennent jouer comme ça, un peu comme des repères de coupe, et qui viennent rejouer cette trame qui vient répartir un peu des choses. Donc après, ça va être des jeux comme ça de placement et de dialogue entre les surfaces colorées et les jeux de texture qui sont présents dans les travaux de Laurent comme sur les corner shapes.
Et cette question de la trame, elle est jouée un peu différemment dans une autre pièce qui est en face, et qui reprend comme ça comme un panneau en superposition, et qui joue aussi sur des densités, alors aussi en association et en superposition avec les travaux de Laurent, les dessins, l'origine du monde, les origines du monde, selon elle. Et donc, il y a un panneau qui vient comme ça porter des ombres aussi sur les dessins de Laurent qui sont accrochés au mur et qui rejoue une trame par l'arrivée de la couleur bleue sur le support qui est du tissu éponge. Et donc, on a la répartition des trumeaux et des panotages en alternance comme ça, bleu et vert. Donc ça, c'est des pièces que j'ai réalisées, moi, pour l'expo, avec ce principe de grille qu'on a mis au point, Sébastien, Laurent et moi. Et une autre pièce, par exemple, qu'on peut observer, c'est une pièce qui s'appelle À la corde. Alors, il y a trois possibilités. Ici, elle vient entourer une autre pièce qui s'appelle Lazy Inlays. Et donc à la corde qui reprend comme ça le contour au même format que les grands dessins de Laurent. Qui vient jouer comme ça comme un tracé en superposition aussi de l'accrochage. Donc après c'est des jeux de liens formels, colorés, de rapports de texture, avec lesquels tous les trois on aime bien, qu'on aime bien manipuler et avec lesquels on aime bien jouer. Et du coup, il y a des jeux aussi dans les choix des pièces qu'on a sélectionnées pour l'expo, justement jouer avec ces rencontres, ces dialogues sur ces différents niveaux. Et peut-être qu'on peut partir sur des pièces. Oui, redonnons du volume. Ouais. Donc on a vu la trame qui se déployait sur les murs. Moi du coup j'ai développé une trame de volume qui viennent scander l'espace. Donc du coup comme on parlait des trumeaux et des différentes fenêtres, j'ai composé de 2 pièces qui s'appellent, enfin il y en a 3 qui s'appellent Atmosphère, qui sont juste des tulles tendues au-delà du mur et qui viennent avec une ambiance colorée comme ça un peu mimée et donner le fantôme des fenêtres. Et c'est un travail que j'ai commencé à développer, ce travail de tissu, au départ pour servir d'arrière-plan à mes sculptures, parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir quelque chose qui vibrait tout le temps dans l'œil en utilisant des trames de tulle par rapport à un objet qui était mis au devant, et du coup ça a joué la matérialité, ça a rejoué en fait les phénomènes optiques qu'on peut avoir quand on regarde quelque chose et que le regard se concentre et que l'arrière-plan devient flou. Et donc du coup moi j'ai une série de sculptures, donc il y a 3 pièces qui s'appellent Perles. Moi mon travail il naît souvent de la rencontre avec des objets ou d'une fascination pour certains objets déjà existants. Donc là c'était les perles de rosaire, en fait qui sont ces dernières perles de chapelet qui souvent comportent des Janus. Donc un Janus c'est un personnage qui va avoir une double tête et ils vont regarder dans 2 sens différents, mais on a aussi des interprétations de Janus avec un visage et un crâne. Et là en fait j'ai fabriqué une matrice, une forme qui est un Janus quadrilobé. En fait ce qui est intéressant c'est qu'on a toujours une dualité visage-crâne, quelle que soit la position que l'on opère en tournant avec la sculpture, on rejoue toujours la même question. Et pour l'exposition, en fait, j'en ai développé 3 différentes dans des matériaux différents. Alors, c'est toujours de la terre cuite, mais on va trouver du grès. Ici, c'est un grès gris chamoté. Là-bas, on a une faïence rouge, et puis une autre faïence émaillée de blanc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de la même forme, en fonction de la variation des matériaux, la pièce va avoir une autre personnalité. C'était ça qui m'intéressait par rapport à cette perle de chapelet que chacun use à sa manière entre ses doigts au fur et à mesure du processus. Et du coup, je suis venu les socler aussi pour renforcer ce côté d'objet unique et de personnalité. D'un seul coup, là, on se retrouve face à un personnage, en fait.
une translation entre un objet qui se personnifie dans l'espace. Et j'ai 2 autres volumes qui, en fait, sont des tulipiers. Alors, les pièces s'appellent Tulipomanie, et celles-ci, elles ont été réalisées par rapport à la vision de Tulipier Pagode du XVIIe, et c'était intéressant de se poser la question de ces objets, d'où ils venaient. Et en fait, il y a eu une crise spéculative en Hollande autour des bulbes de tulipes au XVIIe, et c'est une première crise spéculative. Et c'était intéressant de venir travailler en fait à partir de ça. Donc j'ai fabriqué ces espèces de colonnes torsadées qui viennent distribuer un jeu de tulipes et qui se finissent en vanité, parce que je pense que vous l'avez compris en voyant les pièces, il y a toujours un rapport à la vacuité des choses dans mon travail. On en a une deuxième version ici, développée avec d'autres matérialités d'émail et d'autres couleurs. Et puis ça joue avec des matités, des brillances un peu différentes aussi suivant tes pièces. Oui, en fait, le jeu de la sculpture, c'est aussi tourner autour, donc à chaque fois pouvoir avoir une vision différente des pièces. Et puis là, comme on était dans un registre aussi de programme décoratif, c'est intéressant aussi de voir comment les choses peuvent se placer avec les arrière-plans, que sont les murs et les propositions particulières qu'ont fait mes 2 collègues artistes. Vous pouvez dire peut-être quelques mots sur tes photos pour terminer. Et alors après, il y a 2 séries de travaux de photos. Donc on a des photographies qui sont... alors celle-ci s'appelle Bulle, c'est une série de photographies et c'est composé. Alors j'ai un travail photographique où je compose des images, et puis un autre travail photographique où j'enregistre en fait des rencontres avec des objets, des lieux, des situations qui m'intéressent. Et là on a une série où en fait ce sont des photographies existantes que je n'ai pas faites, sur lesquelles je dépose des objets et je rephotographie. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que c'est une série de photographies de sculptures antiques, et qui sont des photos qui sont très dans l'émerveillement de la peau, de la sculpture et du travail. Et en fait, en venant les interroger avec ces objets transparents que je pose par-dessus, voilà, on retrouve une dimension d'intériorité, de singularité ou de monde intérieur, et c'est ça qui m'intéressait de capter au travers de ces images. C'était aussi intéressant de les présenter en écho. Alors moi, de mon côté, les pièces que je présente donc, sont d'une part un ensemble de dessins, donc un travail sériel à partir d'un thème que j'ai appelé les Rorschach, qui sont donc en fait se poser la question d'une forme décorative verticale qui se dédouble et qui introduit en effet la notion du pli, avec naturellement un pied de nez au Rorschach, au sens que les premières formes, comme on voit derrière, sont des formes qui sont dessinées sans qu'il y ait ce liquide qui vient justement maculer le dessin et justement donner part ou prise au fantasme ou à la libre interprétation, comme dans un Rorschach médical, comme dans les fonctions du Rorschach médical. Donc il y avait une espèce d'élément qui venait introduire ou interroger la liquidité par uniquement la texture, la couleur et la spatialité et la mise en volume que prenait le dessin en lui-même par sa symétrie, par son jeu de couleurs, avec un élément un peu plus poussé, ou un peu plus encore contradictoire, puisque comme quelque part on est dans un liquide qui en quelque sorte s'est figé d'une façon géométrique et qui reprend une spatialité, moi je l'ai poussé aussi en y rajoutant carrément un Rorschach sous une forme d'élément de sculpture,
de bas-relief, puisque là il s'agit de céramiques, qui sont naturellement des céramiques préfabriquées dédoublées et qui viennent se poser comme ça librement. J'ajoute que par exemple ce dessin, en fait je fonctionne comme pour les dessins, les papiers découpés, par rapport à une bibliothèque de couleurs, toutes les mi-teintes, il y a les 70 mi-teintes, aucune couleur ne se répète deux fois dans les Rorschach, comme aucun principe de construction ne se répète en tant que tel, vertical, horizontal, éclassé, ramassé, centrifuge, centrifète, en étoile, toile, on a un développé complètement, si j'ose dire, de la tâche géométrique que forme le dessin. Et donc les éléments ici sont aussi en céramique, sont choisis au travers d'une vingtaine ou une trentaine de formes de céramique et s'agencent spontanément, si j'ose dire, sur le papier. Donc ça, c'était le dessin de base, qui naturellement peut être être aussi vu dans un rapport physique, corporel, puisque ces éléments, quand on les regarde ici, ou quand on les regarde là, ou même là, peuvent être considérés comme des maquettes de bijoux, à la manière des pectoraux antiques. Et à ce moment-là, ça interroge naturellement la symétrie, le corps, non pas l'élément cérébral du Rorschach, mais ce corps, alors que les organes du chef, donc les organes du sens, la tête, ne sont pas présentes et apparaissent comme fantomatiques. Naturellement, ces éléments viennent en résonance avec les vanités de Sébastien Pons, et derrière les vanités de Sébastien Pons, on a d'autres Rorschach, cette fois liquides, où la défonce est par le papier découpé, et ces défonces et ces Rorschach, là, viennent directement mimer une interprétation anthropomorphique, avec naturellement des reins, un vagin, une tête de crâne, un bassin, voilà, des éléments. Et ceci a été naturellement placé de façon à faire une ligne, une assise murale qui libère au-dessus une autre série qui sont les fameux, dont Olivier a parlé, les origines du monde selon M, et qui sont en fait des céramiques découpées. On voit très bien ici qu'on a une seule forme qui a été découpée avant cuisson et qui viennent se placer toujours au même niveau comme des fossiles de sexe féminin qui viennent se placer et qui ramènent naturellement à un fétichisme primitif que le Rorschach entend aussi mimer ou sublimer d'une toute autre façon, d'une façon plus en mouvement, plus en forme. Donc ça c'était voilà, une espèce de rapport où on vient, comment dans ce travail vient se nicher le corps, la verticalité, le fossile, le dépôt, l'élément qui vient se dessécher, qui vient assécher la forme. Et naturellement, ces Rorschach peuvent reprendre cette fois des formes plus traditionnelles, où là on a une opposition entre un travail géométrique de marqueterie sur lequel est réellement plié un élément liquide, en l'occurrence des silicones, qui viennent naturellement par leur épaisseur, leur brillance, ramener sur des éléments presque organiques, presque les gélatineux. On peut penser à de la graisse, à du suif, à des éléments comme ça presque de tripe, lorsque les couleurs naturellement peuvent être des couleurs ton chair ou des couleurs rouges. Donc voilà, il y avait tout ce travail-là donc sur cette recherche du corps, de mimer le corps, et qui naturellement vient se placer d'une façon, on pourrait dire presque sous forme de prototype, un travail que je mène depuis 10 ans, qui est en fait l'organisation d'un motif, d'un récit filaire, donc linéaire, qui articule deux éléments que j'appelle deux structures, d'une part des éléments façonnés en amont, que j'appelle les structures solides, et les structures liquides, qui sont donc en effet des éléments qui viennent opérer ou permettre l'adhésion de ces formes façonnées sur un support ou X ou Y, support qui va se trouver changeant en fonction des envies et des programmes, et que j'appelle socle. Donc évidemment, ces éléments se retrouvent à l'autre bout de la salle, ce qui va nous faire un grand sprint, si j'ose dire, et justement se rapprocher lentement de la toile tout au fond, où on a à la fois ce travail sur la texture, sur le support, qui devient une sorte de vitrine, et cet élément de structure qui est posé et qui naturellement mime l'incongru et la grotesque des cabinets de curiosité, puisque en rapprochant lentement, on va découvrir que cette structure n'est rien d'autre que des pièces de céramique ou de marbre qui sont agencées et qui jouent la question du comment c'est accroché, et aussi le factice, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans la peinture, la mimésie, c'est bien l'imitation, c'est donc le faux marbre, et qui là vient trouver en quelque sorte un contre-pied.
Le travail se réalise d'une façon assez simple. Si je reprends l'origine ou la genèse de ces pièces, qu'on peut appeler des tableaux si on veut être plus cru ou plus direct, les ensembles sont travaillés séparément en début de saison, sous la base d'une dizaine ou d'une quinzaine de pièces. Donc ils sont une écriture de monochrome ou de texture, de surface texturée indépendante, qui sont pensées presque comme un complément, comme un récit en soi, et qui s'offrent en support à ces éléments qui sont conçus en dehors et totalement indépendants, à partir de grandes bibliothèques de formes que je compose, que je laisse 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce que les formes ne s'épuisent plus, ne lassent plus au regard, et après elles viennent se poser directement sur tel ou tel support, sur des accointances spontanées. Là, on voit bien que l'élément était d'emmener une forme donc assez lourde, puisque c'est du marbre, au travers de l'élément fantomatique du panotage et du contreventement qui est derrière, avec une toile peau satinée, brillante, qui est en fait une jute d'ameublement, qui est rendue stable tout simplement par l'application d'un silicone transparent qui est venu tirer à la truelle et qui donne là une dimension de peau presque d'écaille. Voilà, d'éléments. Alors d'autres éléments comme l'autre tableau miment cette même rapport à la surface, à la texture, à l'indépendance d'une texture, avec une articulation solide qui vient se poser, ici presque comme un prototype avec ce carton, et qui lui vient juste s'accrocher sur le montant, libérant, entre guillemets, le panotage ici, et la trempe du panotage, avec, dans les cas naturellement d'exposition à forte lumière, comme dans une salle d'exposition, et ça c'est la valeur d'exposition, on a la texture de la surface qui est aussi une texture intérieure par l'ombre portée qu'elle dégage sur l'ensemble des muralités et des parois blanches. Dernière pièce, puisqu'on a vu les dessins, les peintures, c'est les torques. Alors ça, c'est une pièce un peu particulière. On y retrouve d'une façon plus conséquente et plus illustrative ces deux structures mélangées et qui font une vrille baroque à l'intérieur du récit. Je parle naturellement de torque au sens que, pour moi, je prenais sur le principe de ces colliers antiques gaulois qui se commencent par des boules et qui marquent naturellement non pas l'esclavage, mais la noblesse de la structure gauloise, enfin de la structure noble, donc de chevalier, de guerrier gaulois, et elle est placée en quelque sorte dans un cylindre de verre qui naturellement est totalement lié à l'œuvre, puisqu'on ne peut plus la décoller, mais qui là mime un socle. Donc un autre type de socle, et la pièce après se dispose sur potence où on veut, de façon après à jouer sur une autre spatialité que notre capacité à la regarder, à vivre avec cette pièce, au travers des ombres qui se déclinent et qui viennent faire une dentelle sur l'ensemble des supports. Voilà. Je ne sais pas si j'étais bien clair sur l'ensemble de ces éléments où tel élément vient derrière et reprendre par derrière, entamer un flou, une indécision sur le sens, sur la nature du plan, de la texture, de la forme, tout ça étant naturellement, comme pour Olivier, comme pour Sébastien, mais d'une toute autre façon, et là on sera peut-être notre conclusion, de jouer en fait les arts décoratifs dans ce qu'ils apportent à la dimension intellectuelle et cérébrale, c'est-à-dire une capacité à générer une gamme et une grammaire de surface qui naturellement pose les problèmes du corps, de l'espace, etc. La fonction pour nous, ici, je ne pense pas trahir mes deux compères, est en effet dans nos pratiques, l'art contemporain n'est là que pour générer de la surface. Et sur la surface se pose la question de quelle est-elle, comment je me l'approprie, quel est ce trait à minima, ce trait gravé qui font même les arts décoratifs et même les premiers arts primitifs de la préhistoire. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, je deviens singulier, altérité à l'intérieur de ces dispositifs et du dispositif de nos sociétés. Qu'est-ce que l'autre? Voilà. Ça suffit. Si vous avez des questions, je vous en prie.
Non, pas pour l'instant. Je pense que vous avez été très clair. Les gens ne posent pas de questions. Il y a eu des réactions de likes, même des flammes envoyées. Donc je pense que voilà. Très bien, c'est parfait. Nous brûlerons en enfer. Il y avait des flammes. Les spectateurs sont conquis et ont tout compris. Il faut venir la voir de visu. Voilà. Peut-être redonner les dates. Ouais. C'est jusqu'au 25. Jusqu'au 27, 25. Dimanche 27 mars. Ouais. Alors après, si c'est pas le 27 mars, il faut regarder le dimanche Le qui dernier ressemble. dimanche du mois de mars. Voilà, à peu près. Voilà. 27 mars. Et vous faites une visite le 18 également? Tout à fait. Le samedi 18. 19. Non, c'est le 19. C'est le samedi Ouais, ouais. 19. 19, donc de 14h à 17h, où nous serons tous les trois pour accueillir le public, pour faire une sorte de ternissage, donc pour répondre aux questions et voilà. Donc si certains veulent en effet poursuivre cet échange commencé aujourd'hui, ce sera avec un grand plaisir. Là, on a une réaction finale. C'est formidable. Bravo. Signé. Et une question. Ah. La créativité évolue dans un champ de contraintes. Quelles sont les vôtres? Alors, les contraintes pour nous, c'est que ce soit Sébastien au travers de la céramique, donc d'une technique d'artisanat, se pose le problème en effet du débordement. Et je ne sais pas si ça répond exactement au sous-entendu de la question, mais Sébastien dans la céramique, dans les rapports textiles et du décalage de la muralité et de la paroi, donc on a à chaque fois un bâti. Moi, ce que j'appelle une structure solide, que j'utilise d'une façon illustrative, concrètement, par des mailles taillées. Et puis, il y a ces éléments spontanés du débordement. Et c'est là que se situe cette créativité, c'est dans ce jeu de complémentarité de ce qui est du domaine masculin, celui de la décision, du géométrique et de l'ordre, et celui du domaine du féminin, qui est celui du dessin spontané, de l'eau, de la forêt, et selon les grandes structurations et subdivisions du 18e et du 19e, dans cet aspect de mise en scène de la grammaire. Nous jouons en fait une question des genres. Et la contrainte et la liberté de contrainte se situent chez nous, quels qu'en soient les matériaux, quelles qu'en soient les formes illustratives, sur ce sujet. Oui, et puis les contraintes, elles peuvent être de manière aussi très très basique. Par exemple, moi, un tissu va avoir une texture, va avoir des couleurs, une capacité d'absorber la peinture que j'ajoute. Et cette contrainte première va orienter, va guider ma manière de jouer avec. En fait. Et donc moi, je ne peux travailler qu'à partir de choses réelles. Dans le pli, dans la matière, dans le frais, comme on dirait. Exactement, et dans la réaction, en fait. Ouais. Et du coup, aussi des situations comme ça d'accrochage collectif amènent aussi des jeux, des positions de jeu qui sont super intéressantes. Quoi. Qui rejoue à la fois comme une boîte dans une boîte, comme les principes des natures mortes inversées qui font le début de la singularité à la Renaissance, les questions de l'espace et de la structuration de ce qu'on a à dire au travers d'une image, tout simplement. Alors, une autre question. Quel est l'apport architectural de votre œuvre? C'est par rapport aux fringues d'architecture. C'est la question. Peut-être. Pas les questions. Non, mais je crois que c'est ce qu'on avait dit au tout début. Le frac, ce qui nous a amusé de jouer dans la carte blanche, c'est en effet, c'est pas de mettre des grandes peintures, c'est pas de faire des expos des trois commissaires déconnectés de la notion de la mise en espace, dans l'architecture intérieure où on va la mimer. Et ce qui nous intéressait finalement, c'est de faire une vrille baroque. Et quelque part, l'architecture contemporaine, le laboratoire de forme, aime jouer cette vrille, ne serait-ce que par le dessin de l'ordinateur, qui permet des calculs et des emmener. Il suffit de voir McFarlane, l'architecture dehors, ou d'autres formes qui vont vriller complètement, le Guggenheim, etc. Donc, de ce fait-là, on a essayé de jouer cette vrille baroque d'une façon décorative, tout en la ramenant sur un bâti qui est le trumeau et l'ordonnancement de l'architecture intérieure. Donc il y a de l'architecture dans cette expo, mais elle vient là, si j'ose dire, presque comme un clin d'œil postmoderne sur l'ordre de la citation, presque de la taquinerie. Soyons décoratifs, soyons dans la peinture, dans la couleur. Est-ce qu'on est dans l'art contemporain ?
Point d'interrogation. Évidemment. Et est-ce que vous avez des projets, une autre exposition qui viendrait? On nous demande des futures expositions. Pour l'instant, on n'en a pas, à titre personnel. Après, il y a nos expositions, naturellement, dans notre lieu au 5 rue des Grands Champs. Mais on n'a pas d'exposition. T'en as une, toi, en ce moment-là? Donc, si vous avez des propositions, c'est possible. Hein. Nous, on est libre. Hein. On se boit un café, on en discute. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais non, on n'a pas de... Pour l'instant, non. Il y a des choses dans les tuyaux, mais comme tous les artistes, déflorer la chose à fond, c'est toujours prendre un risque. Il y a un vernissage jeudi prochain au POCTB. Ouais. Donc chez nous, ouais. Avec un artiste qui est un jeune artiste qui fait de la peinture sur des immenses tableaux qui sont des captations d'images sur des télévisions de matchs de foot. Voilà. Donc là, vous avez des espèces de grands, de zoom dans des corps enchevêtrés comme ça lorsqu'ils se sont cassés la figure. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les dessins qu'il réalise, et c'est ça qui nous avait fasciné, pareil, dans l'ordre des surfaces et de la texture, c'est que tous ces dessins préparatoires sont au feutre, donc sont une forme très classique, sous forme de petits bâtons, naturellement, qui ne modèlent pas, qui ne lissent pas. Et donc, comment le reproduire sur la toile? Eh bien, il prend un bambou et il fait pareil. Et donc, d'un seul coup, on a des choses qui ramènent sur des éléments de texture, sur des éléments géométriques, parce que forcément, un corps, un maillot de football, un bout d'herbe, c'est forcément géométrique, et sur des tableaux qui font 3 mètres par 2. Donc on est dans un autre espace où on rentre dans la texture, et à la fois le corps est encore là, etc. etc. Et l'artiste est très grand, il fait 1m90, il a 27 ans, il est magnifique, il est sublime. Voilà, c'est mieux que Messi. Tout est dit. Une dernière question. Ouais. Vous parlez souvent de dualité, mais vous êtes 3. N'est-ce pas trop difficile? Les plans à 3, jamais. Jamais, ça se fait très naturellement, il faut y aller décontracté. C'est tout. Bon bah, voilà. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. On a bien passé l'émission. Merci à tous. Salut.